Plus tard, je serai chirurgien. Alors, expliquez-nous un peu cet amour de la chirurgie au point d'être non seulement chirurgien orthopédiste, il faudra quand même un petit peu cerner ce que ça veut dire, spécialiste de la reconstruction des mains et même enseignant. Donc, allez, on essaye un peu d'y voir plus clair dans tout ce panel de sciences. Ça revient de loin. D'abord, j'ai toujours été attiré par les sciences, par les sciences humaines, par la nature. Et puis c'est aussi un challenge, parce que c'est à l'âge de 11 ans en fait. Tout est parti à l'âge de 11 ans, j'étais en CM2, je vivais en Allemagne à l'époque, mon père était militaire, donc on voyageait beaucoup. Et ça a été en 67, voilà, une révélation, c'est la première greffe cardiaque. Docteur Warnard. Voilà, ça c'est ce qui m'a... Et pourquoi ça m'a quelque part alerté, c'est parce qu'à l'époque j'étais un cancre, je ne travaillais pas à l'école. Ah. Et pour moi, c'était un rêve inaccessible. Chirurgie cardiaque, le cœur, enfin c'était... Voilà, cette vocation est partie de là. Hein, c'était exorciser un petit peu ce que j'étais, le camp, essayer d'aller à quelque chose de... qui était... 11 ans, c'est jeune pour... Oui. Pour, je veux dire, se projeter dans une profession comme chirurgien, qui demande quand même un certain, je dirais, courage. Et, ouais, enfin c'est... Puisque bon, le corps humain, c'est l'intérieur, quoi. C'est autre chose. Bien entendu, c'est à 11 ans, on ne voit pas ça nécessairement, quoi. Non, pas vraiment. Non, je pense que j'ai été subjugué par ces greffes cardiaques. J'ai été subjugué par ces greffes cardiaques. Le challenge. Ouais. Et donc un mauvais élève, comment on pouvait arriver à faire ce type de profession, sachant très bien qu'il fallait sans doute de grandes études, etc. Ah oui, c'est mieux. Et puis c'était une passion pour l'anatomie, pour le cœur, enfin, pour beaucoup de choses. D'accord. Oui. Et je me souviens d'une discussion sur le palier, ma mère discutait avec une voisine. Et puis elle disait, je m'en souviens encore, elle disait, oh, vous vous rendez compte, mon fils il va être chirurgien. Le pauvre, s'il savait, l'air de dire, oui, il est mal parti. Oui. Hein. J'ai entendu cette discussion. Et je pense que toute ma vie, je me suis battu pour justement essayer de combattre le fait qu'on me condamnait quelque part à... Ben voilà. Et donc c'est parti de là, hein. C'est parti vraiment de là, je crois, personnellement. C'était de pouvoir montrer que je valais quelque chose. Ça a donné le détonateur, point de départ. Le détonateur. Et puis c'est aussi le goût, bien entendu, pour l'autre, pour oui, aider, après ça c'est un côté réparation, caractère. Après, voilà. si on est un tant soit peu empathique ou altruiste, effectivement, on va se passionner beaucoup plus par le fait de soigner des gens, ou à la limite même des animaux, du reste. Mais donner quelque chose de soi. Voilà. Et puis je me souviens d'ailleurs, à ce sujet-là, donc à cet âge-là, passionné par la chirurgie, de m'amuser à faire des jeux de simulation. J'avais fait une petite table d'opération en bois. Ah, carrément, et puis je disséquais des lézards, des hérissons, des choses comme ça. Ça a dû surprendre quand même donc, un peu vos oui, parents. ça surprenait, mais c'était dehors, ça c'était pas à la maison. Parce que mais bon, ça peut être parfois inquiétant. Oui, ça peut être inquiétant. Sur un enfant. Ouais, exactement. Des abeilles, des mouches, voilà, microscope, voilà. Une mentalité de chercheur. Oui, c'est ça, peut-être. Alors pourquoi finalement la chirurgie n'est pas devenue chercheur? Parce qu'il fallait que j'agisse quelque part. Et puis le fait d'opérer, la chirurgie, c'est un côté extraordinaire. C'est qu'on fait, on agit, mais on n'agit pas par la pensée, en prescrivant un médicament, on agit par ses mains. Oui, c'est limite manuel, quoi. C'est manuel, mais bon, tout ce qui est manuel se prépare dans la tête, on est d'accord là-dessus. Oui. Et c'était important pour moi de pouvoir agir. Et aujourd'hui encore, quand on opère un membre, on agit, et puis après, ben, voilà, ça marche pas, on suit le patient, et puis l'idée, et quand un patient est content, nous on est content. Parce que c'est l'objectif. Voilà. C'est-à-dire que, on vous le dit, voilà, ça marche pas toujours, hein. On a des fois des échecs, ça arrive, mais voilà, quand un patient vous dit, après un long parcours par exemple, sur quelque chose de très difficile, qu'il est très content, ben, nous-mêmes on est heureux qu'il soit heureux. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux. Hein. C'est pour ça que c'est un métier qui est très attachant et puis qui touche. C'est finalement transgresser le corps, mais avec une autorisation, celle du patient. Mine de rien, on transgresse le corps. Complètement. On traverse le corps avec l'autorisation. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on puisse transgresser. C'est agir sur le plus profond de soi-même, mais avec effectivement l'autorisation, ou pas, dans le cas d'un conflit. Oui, ou dans le cas, par exemple, d'un traumatisme ou d'un accident, des choses comme ça. Mais bon, là, après, c'est une question de, je dirais bien, de survie. Voilà. C'est plus pareil. Alors, pourquoi avoir choisi particulièrement la main? On sait que la main, c'est le propre de l'homme.
La main est propre de l'homme, la main c'est le prolongement du cerveau. Oui. Et puis dans la main, et c'est un outil absolument merveilleux et extrêmement complexe, dont tout traumatisme met en péril le glissement des tendons, le jeu des tendons, la sensation, etc. Et on a du mal à se rendre compte de ça. Et c'est un organe, comme le cœur est un organe, la main est un organe. Et pourquoi ça m'a plu la main? Parce que c'est un organe pluritissulaire. Vous avez la peau, donc vous êtes chirurgien esthétique, plasticien, vous avez des tendons, il y a des vaisseaux, donc c'est la chirurgie vasculaire, il y a des os, c'est la chirurgie orthopédique. Donc finalement, c'est un organe qui réunit, en un seul organe, qui réunit un tas de structures. Et ça m'a beaucoup plu. Et la révélation, ça a été pour moi, lorsque j'étais interne, je suis allé à un cours à Montpellier, un de mes maîtres de chirurgie de la main qui s'appelle Monsieur Allieux, et qui m'a, à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire trop en orthopédie, et là j'ai été séduit après 2 jours de cours sur la main. Là, ça a été pour moi une révélation. C'est rendre la liberté par révélation, comme ça. À l'humain. Oui. La main, c'est rendre la liberté à l'humain. Il peut de nouveau exister, peut-être plus à la limite qu'avec les membres inférieurs, où bon, la main, c'est quand même quelque chose de... Bah, disons que la main, c'est ce qui vous permet de vivre aussi, bien sûr. Les membres inférieurs, c'est la locomotion, on a besoin de se déplacer, mais c'est vrai que la communication, c'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, c'est la main. La nourriture, mais c'est la main. On se rend compte quand on a une blessure de la main ou une fracture. Vrai, là, on se dit, ah, quand même, c'est que la main est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Ouais. Et le goût pour... c'est le goût du partage, l'enseignement. L'enseignement... C'est simplement, à la limite, prévoir une suite. C'est une bonne question. L'enseignement, c'est effectivement la transmission dans le temps. Et je crois que c'est aussi transmettre ce que l'on a appris de nos maîtres à nos plus jeunes. Je crois que l'enseignement, pour moi, est capital et très très important. C'est venu secondairement. La chirurgie a été pour moi un phare. Ensuite, il y a eu l'enseignement. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'enseignement, pour moi, prend une place encore plus importante avec l'âge qui passe. J'ai envie de transmettre et donc d'enseigner. Et on enseigne à des jeunes, ils sont d'ailleurs toujours aussi jeunes, alors que moi je prends de l'âge, et on enseigne à des jeunes de différents niveaux, de différentes disciplines, des étudiants en médecine, des jeunes, des moins jeunes, des internes, des étudiants, des infirmières qui se préparent à être infirmières de bloc opératoire par exemple. Et donc pour moi, si je dois, au moment de quitter ma profession, dans quelques années, si je dois retenir deux choses, voilà, si je dois retenir 2 choses qui ont marqué ma profession, qui m'ont vraiment marqué, que je retiendrai, c'est la création de SOS Main à Brest, parce que pour moi la création de SOS Main c'est quelque chose d'extraordinaire, et je laisserai ça derrière moi, et mon rôle de professeur des universités, peut-être plus que mon rôle de chirurgien. C'est assez étonnant. Parce que, non, ça peut se comprendre, parce qu'il y a une transmission, alors que le rôle de chirurgien c'est quand même, je vais dire, technique. C'est technique. Voilà, donc le fait, après, il y a un côté humanitaire, on va dire, j'aime pas trop ce terme-là, mais de la transmission, de se dire, bon, moi j'ai déjà fait tout ça, et d'autres feront sûrement même encore mieux. Ah, tout à fait. On voit bien d'ailleurs les jeunes qu'on prépare, les jeunes qui vont exactement, c'est vraiment l'avenir, c'est le futur. Voilà, ils ont des armes qui sont les leurs, et qui sont, on voit bien que la place est... Je veux dire, leur place, elle est déjà là, et puis ils feront mieux que nous, ils font déjà mieux que nous. Bien sûr, leur technique, ils ont des techniques, c'est fabuleux. Une technologie qui évolue, donc il y a tout qui va ensemble. Tout à fait. Alors, bon, on a parlé des SOS Main, on a parlé de tout ça. Maintenant, pourquoi cet engagement 14 ans en Israël, enfin en Palestine? Israël fait quand même partie de la Palestine géographiquement, mais enfin bon, on ne va pas ouvrir un débat là-dessus, c'est pas l'objet. Pourquoi cet engagement humanitaire? Parce qu'il y a enfin, cet endroit-là, je dirais, parce qu'il y avait des tas d'autres endroits dans le monde pour faire de l'humanitaire et qui avaient peut-être besoin également de vos lumières. C'est une question que me posent les Israéliens à l'aéroport. Quand on repart, parce que, ils me disent, mais bon, vous faites de l'humanitaire, mais pourquoi vous venez? C'est les Chiites, c'est les Titis que j'ai en Palestine. C'est les Titis, ils n'aiment pas. En fait, ils n'aiment pas. Ça, c'est vraiment une réaction politique. Réaction politique. Donc, non, c'est un choix qui est... Bon, je fais de l'humanitaire parce que c'est une façon aussi de transmettre, parce que quand on fait de l'humanitaire, il ne s'agit pas d'opérer et de revenir. En général, on essaie aussi d'opérer avec les chirurgiens locaux et de transmettre ce que l'on fait. C'est aussi une mission d'enseignement, de formation et d'échange. Et puis on opère aussi beaucoup de patients. Dans certains endroits, ils ont besoin
d'une compétence qu'ils n'ont pas forcément acquise et que l'on a nous, puisqu'on est assez hyper spécialisé. C'est dans des conditions quand même très difficiles. Ça dépend. Parce que bon, si un hôpital, en gros, était touché, puisque bon, maintenant, pour l'instant, ça s'est calmé, mais était touché par un tir de quelque chose, il faut pouvoir répondre rapidement et continuer. Alors en Palestine, c'est assez sécurisé dans la mesure où quand on part en mission, c'est toujours dans des endroits proches de l'hôpital où on va travailler. On est quand même assez sécurisé. Par exemple, quand on fait des missions avec Médecins sans frontières ou Médecins du monde, il y a toute une logistique qui nous permet d'être très sécurisé. On est transporté à l'hôpital en voiture. On n'a pas le droit de sortir après une certaine heure. On est un peu une espèce de confinement. Donc on est quand même très très sécurisé. Après, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un problème. Et en cas de guerre ou en cas de bombardement, bon, il y a un confinement dans ces cas qui se met en place. Hein. Et pourquoi le choix de la Palestine? C'est un hasard pur. Un de mes collègues chirurgiens a organisé en 2002 une mission de reconnaissance à Gaza parce qu'il y avait une demande, il avait des connaissances, voilà, il est allé à Gaza sur le terrain pour voir s'il y avait quels étaient le type de demande. Et comme il y avait une demande dans le domaine de la chirurgie et reconstruction des membres, il a fait appel à un certain nombre de chirurgiens, dont moi, puisqu'on se connaissait, et j'avais fait l'humanitaire en Afrique, puisque j'ai fait mon service militaire au Bénin pour une année en 83. Donc tout de suite, j'ai signé pour y aller, même si en 2002, c'était vraiment très violent, c'était chaud. Et comment réagit-on sur le plan humain quand il faut reconstruire des enfants? C'est toujours un petit peu compliqué. Alors les enfants, c'est le challenge, parce que les enfants, on va dire, ils ont des ressources inespérés. Ce sont des adultes, ils sont malgré quasiment. Peut-être plus choqués d'un autre côté. Ils sont plus choqués. Alors après, la réponse sera assez longue. Si vous parlez de ces enfants de Gaza en particulier, ils sont choqués. Ils sont choqués pour une raison simple, c'est que actuellement, vous savez qu'il y a des missions dans le nord de Gaza de prise en charge psychologique de ces enfants. Des missions qui sont menées par des gens extraordinaires, dont une dame qui s'appelle Nabila Kilani, qui a organisé un centre d'aide psychologique à ces enfants. Parce qu'ils sont devenus adolescents. Ils sont adolescents. Ces enfants sont devenus adolescents. Ils ont connu un gamin aujourd'hui, un adolescent qui a 15-16 ans. Il a connu 2014, il a connu 2009, il a connu... Et aujourd'hui, ils connaissent ces drones. C'est-à-dire que ce qui est très difficile à supporter aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des bombardements. On en parle très peu dans les médias actuellement. Oui, c'est plus d'actualité, mais bon. Oui. Et il y a surtout les drones qui sont des drones de surveillance. Et c'est très dur psychologiquement à supporter. Et donc, ce sont des enfants qui sont pris en charge régulièrement par les CE psychologiques. Est-ce qu'on est plus inquiet face à un enfant ou face à un adulte dans une circonstance de conflit? De blessés dû à un conflit de guerre, que ce soit Israël, Palestine ou ailleurs, du reste. Comment réagit-on par rapport à sa petite vie tranquille, je dirais, quand on est dans son hôpital? Enfin, c'est un petit peu une image un petit peu d'Épinal, mais je veux dire où tout est bien réglé, et puis on est sur le terrain, on a parfois, je dirais, limite de la charpie qui arrive. Comment le gère-t-on, ça? Ça, c'est extrêmement difficile. Vous parlez de l'urgence dans ces cas-là. Dans l'urgence, oui. Le problème de l'urgence, effectivement, c'est le tri. Quand sur un terrain de guerre, vous avez une centaine de blessés qui arrivent à l'hôpital en même temps, il est évident que les moyens humains mis à disposition pour traiter ces 100 blessés sont insuffisants. Bien sûr. Que tous les patients, les blessés qui arrivent, certains ont des blessures légères, d'autres plus compliquées, et puis d'autres seront quasiment en état de mort quasiment. Donc il y a un tri qui est obligatoire, malheureusement, et qui se fait pour pouvoir concentrer les moyens humains sur les patients qu'on peut sauver. Et effectivement, s'il s'agit d'un enfant, c'est le même calcul quelque part. Bien sûr. Et donc un enfant qu'on ne peut pas sauver, c'est la mort dans l'âme. Oui, après il y a quand même le choc psychologique du soignant. Enfin, il y a des interrogations éthiques qui se font là-dessus. Des questions après, on aimerait ne pas faire le tri, faire quelque chose, oui. Mais bon, il y a quand même je dirais, il y a une question de réalité aussi. Oui. Quand vraiment quelqu'un, un adulte ou un enfant ne peut pas être sauvé au vu de la complexité de ses lésions, malheureusement, peut-être que la concentration des moyens se fera sur des gens qui peuvent être sauvés. Oui, ça, c'est la difficulté. Le cerveau réagit d'une manière, je dirais, sensée. Exactement. Dans ce cas-là.
14 ans, c'est pas mal. Vous avez vu toute l'évolution du conflit à peu près, puisque depuis 2016, ça s'est quand même un petit peu tassé. Vous pensez repartir à un moment donné? Alors oui, on devait partir en mars 2020. Oui, et mais puis, il y a le vous savez Covid. ce qui est arrivé, voilà, les billets d'avion étaient pris, on devait partir, et puis à une semaine près, on ne partait plus. Ça fait 18 ans en fait, grosso modo, 2002. On repart normalement, on a prévu une mission, j'ai prévu large au mois d'octobre prochain, à Jénine en Cisjordanie, donc qui est l'autre partie de Palestine. On espère pouvoir partir. Voilà, on se met à l'abri du Covid en espérant que là, ça sera résolu. Il nous manque les collègues avec lesquels on travaille, comme je pense qu'eux aussi. Oui. Et donc, de temps en temps, on prend des nouvelles, bien entendu. Bien sûr. Et puis, il y a l'échange, effectivement. Il y a l'échange, voilà, il y a des échanges qui se font. Peut-être la formation aussi d'autres. La formation même sur le plus terrain, jeunes parce qui que c'est arrivent quand sur même le important. terrain. Et puis, je dirais que l'humanitaire, c'est aussi, vous l'avez dit, hein, c'est des échanges, ce sont des échanges. C'est-à-dire qu'on apporte certaines techniques pour qu'ils se l'accaparent. L'idée, c'est pas d'opérer, de repartir, surtout pas. C'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent, eux, ensuite, faire de leur côté quand on n'est pas là. C'est du partage. C'est du partage. Et puis, et nous, ils nous apprennent des choses. Ils nous apprennent à opérer avec moins de technicité, moins de matériel. Il faut dire que si en France, aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a, sur le plan médical, tout ce qu'il faut. Oui. On manque de rien. Ça, il faut le savoir. Il faut que les gens le sachent qu'on manque de rien ici, quoi. Et quand on va vraiment à l'extérieur, et encore en Palestine, on est quand même bien doté. Quand on va dans d'autres continents, c'est terrible de travailler avec des conditions qui sont extrêmement très rudimentaires. Très rudimentaires. Mais nous, aujourd'hui, quand on fait une opération d'orthopédie, on a tout ce qu'il faut, le petit matériel. Et donc, moi, j'ai déjà été... on a un confort extraordinaire. Et quand on fait l'humanitaire, on sort de son confort. Donc, il faut avoir une sacrée patience, pas toujours facile. Moi-même, j'ai été un peu parfois déstabilisé parce qu'on n'est pas avec la même langue, on parle en anglais. Voilà. Et puis, c'est pas le même matériel. C'est pas les mêmes réflexes. C'est pas les mêmes réflexes. C'est pas des gens avec qui on travaille habituellement. Le temps, la durée du temps opératoire en France, on la connaît. Pour une intervention programmée, moi je sais que je mets tant de temps à 5 minutes près. Là-bas, il faut multiplier par 2 parce que bon, c'est pas le même matériel. C'est pas, on enseigne également. Donc, on sort de son confort. Mais je crois que c'est un exercice qui est important à faire parce que ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, qu'on n'est pas toujours à la même échelle. Sortir de sa bulle. Sortir de sa bulle, sortir de son confort. Et puis on aime bien, on part toujours, en tout cas moi je pars toujours avec un interne de chirurgie, un tout neuf, pour justement lui donner le goût de l'humanitaire. Et donc il se bouscule pour venir. Donc c'est des listes d'attente pour venir avec nous et je crois que c'est intéressant. Pour en savoir un petit peu plus, il suffit de lire effectivement de Gaza à Jénine, où vous racontez, c'est limite un journal que vous avez tenu sur l'évolution dont peu de jeunes vont se souvenir d'ici peu, parce qu'ils ne se rendent pas compte depuis combien de décades dure ce conflit. Donc ils sont dépassés. Donc pour eux, ce serait une excellente immersion. Et effectivement, le sous-titre « Comprendre le Moyen-Orient » prend toute sa valeur là. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un essai évolutif, on va dire ça comme ça, parce que c'est la 3e édition qui a commencé en 2002. C'est pas un roman, c'est un essai avec des faits. Oui, c'est pour ça que je l'assimile plus effectivement à un journal. Voilà, c'est un journal. Parce que bon, tout y est, du reste parfois c'est même un petit peu difficile à lire parce qu'il y a des descriptions, il faut bien les lire de toute manière, et des descriptions également psychologiques, avec tout le drame que cela peut amener, et puis voir autrement et se rendre compte qu'on est resté pendant 20 ans minimum jusqu'à présent dans un conflit particulièrement dramatique et dont on n'en voit pas vraiment le bout. Non, pas vraiment. Non. Si on réfléchit sur l'avenir, est-ce qu'on peut être optimiste? On reste avec des points de suspension tout au moins. Bien entendu. Et chaque chapitre en fait est construit sur une anecdote, sur un fait, et tout ce qui est écrit est vérifiable. C'est-à-dire que j'ai voulu justement, c'est du vécu. On le ressent parfaitement. Que ce soit vérifié par les coupes de journal. En fait, c'est une façon d'aider ce peuple-là par l'écriture à essayer d'être compris, parce que je pense que une des questions, une des réflexions qu'on nous fait régulièrement quand on va là-bas, témoigner, dites qu'on est là, ce qu'on veut. Ils veulent qu'on témoigne au monde entier sur leurs conditions de vie. Parce que, et c'est pas pour faire de la politique, mais j'ai terminé le livre, moi, en me disant, mais comment un peuple qui a connu tout ce qu'il a connu comme persécution,
je parle d'Israël, de la Shoah et tout ça, peut-il reproduire sur d'autres personnes, justement, cette je ne vais pas dire férocité, mais enfin, ce principe, quoi, de limite d'élimination, ou d'être lui le dirigeant et les autres, entre guillemets, je dirais une sous-ethnie. Je ne sais pas comment il faut comment on en arrive à se poser cette question, parce que... Bien sûr. Alors c'est une réflexion qu'on entend très souvent, parce qu'elle est vraie quand on se porte sur ce qui s'est passé dans la dernière guerre. Quand on regarde par exemple la liste de Schindler, qui est un magnifique, un chef-d'œuvre de Spielberg, on se dit voilà. Moi, alors c'est mon analyse, hein, après c'est très simpliste parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais moi je me dis que ce peuple, Israël, enfin, les Israéliens ont acquis on leur donnait une terre qu'ils souhaitaient depuis très longtemps, et que finalement ils ont vécu un drame, d'ailleurs pas forcément dans la dernière guerre mondiale, mais par le passé aussi, et qu'ils feront tout pour garder leur terre, ils feront tout pour garder leur mode de vie, leur lieu de vie, et se défendre comme ça. Après, je sais pas, je ne m'excuse pas, je vais essayer d'expliquer la situation, mais cette terre d'Israël qui a été acquise, on sait comment, voilà, ils feront tout pour la protéger, se protéger et presque se barricader, s'accaparer. Voilà, mais c'est vrai que c'est triste, effectivement. Alors on va faire la transition avec l'écrivain. Combien de livres déjà écrits? Il y a une vingtaine à peu près. Oui. Il y a des livres de technique chirurgicale, beaucoup. Dans le dernier, j'en parlais tout à l'heure, le dernier c'est un livre qui fait 800 pages, donc avec 20 auteurs, voilà. Donc, il y a des livres qui sont des essais comme celui-ci, ou par exemple celui qui vient de sortir, La médecine, art ou science. Et puis il y a beaucoup d'essais aussi sur Léonard de Vinci. Oui, voilà. On va terminer avec Léonard de Vinci. D'accord. Et puis un roman. Et un roman. Un roman inspiré quand même tout à fait, du côté humanitaire au Proche et Moyen-Orient. Hein. Oui. Bon. Et puis qui est plus une réflexion. Effectivement, arrivera-t-on à vraiment faire tomber toutes les barrières? Voilà, c'est un roman qui se veut un peu utopique. Il est un peu optimiste quand même. Et qui parle effectivement de deux personnages qui sont des ennemis au départ, dans un monde fictif. Ailleurs. Et puis c'est un des personnages, c'est un objet, c'est un mur. Et on verra ce qu'est ce mur, mais... Va-t-il arriver, va-t-on arriver à l'abattre? Va-t-on arriver à l'abattre? Et puis on peut le transposer dans la vie au quotidien, parce qu'on se met tous des murs, quelque part. Oui, de toute façon. Dans un couple, on peut avoir des murs. Dans oui, mais ça, on a une tendance, l'humain, effectivement, à se protéger derrière des murs. Mais bon. Et donc, c'est un roman un peu, même pas mal optimiste, parce que les deux personnages sont des ennemis qui s'aiment, mais ils ne peuvent pas s'aimer à cause de ce mur entre leurs pays. Et finiront-ils par le... Voilà, ça c'est une vraie question. L'amour avec un grand A, je parle. Est-il finalement le remède à toutes les guerres? Ça serait bien. Ce serait bien, ce serait une belle note optimiste, et puis à la limite quelque chose en dehors de toute religion, à essayer d'arriver à prôner en permanence. Bon, c'est mal dit aujourd'hui parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, on est en train de se poser des questions, mais enfin bon, bref. Alors maintenant, on va clôturer avec Léonard de Vinci. Vous êtes un grand admirateur. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi? C'est un hasard qui m'a fait rencontrer Léonard de Vinci lors d'une thèse de sciences que j'ai passée en 2005, Histoire des sciences et des techniques à Nantes. Et puis mon sujet, donc embrasser quelque part un des chapitres, Léonard de Vinci à la main. Voilà. Et là, je sais pas, j'ai une espèce de révélation. En fait, je marche par révélation, finalement, comme beaucoup de gens sans doute. Par révélation, par cliché, par étincelle. Et donc j'ai continué à travailler sur le sujet, et depuis, maintenant... c'est une passion. C'est une passion, oui, tout à fait. Voilà, alors, c'est le côté, je vais dire, découverte. Le côté découvert. Du corps humain, puisqu'il a quand même fait beaucoup de choses. L'inventeur, lequel finalement, ou c'est un tout? C'est un tout, mais je dirais que ce qui m'a beaucoup plu, et c'est en rapport avec ma profession d'orthopédiste, la biomécanique, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé aussi à la biomécanique. C'était un mécanicien militaire, c'était un ingénieur militaire civil. C'est ça qui m'a séduit en fait quelque part aussi, Léonard, ingénieur civil militaire. Et puis je me suis passionné pour les rapports entre science et art,
Donc les rapports entre son anatomie, ses études anatomiques et ses peintures. Bien sûr, la mécanique anatomique, on voilà. pourrait dire. Oui. C'est sans doute ça. Donc, À une époque où c'était quand même effectivement être un peu visionnaire, parce qu'il n'avait pas, toutes les données nécessaires, toutes les possibilités. Non, et puis moi je suis en train de travailler actuellement à la Sorbonne avec une thématique qui est de l'anatomie artistique à la haute Renaissance, c'est-à-dire au tournant du XVIe siècle, à travers de 3 personnages que sont Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Oui. Et là je suis en train de faire l'état de l'iconographie, c'est-à-dire des dessins anatomiques, avant Léonard. Et là, je l'avais déjà fait plus ou moins, mais j'essaie d'approfondir encore. Et c'est étonnant de voir que les dessins anatomiques des médecins, avant Léonard, il n'y en a pas ou quasiment pas. Ou alors ce sont des dessins absolument rudimentaires. Et Léonard marque une rupture. Il arrive, il fait des dessins d'une beauté, d'une précision inégalée. Et j'essaie de savoir d'où c'est parti, parce que au départ, il a travaillé avec des médecins, donc, et c'est vrai qu'il y a comme un gap entre ce qu'il a fait. Il a quand même fait appel, effectivement, bien sûr. sur les cadavres et tout, comme tous les grands chercheurs, obligatoirement. Donc. Mais d'autres avant l'ont fait, n'ont jamais décidé. Oui, mais ils n'ont pas eu le génie de le retranscrire. Voilà, exactement. À part peut-être effectivement des Ambroise Paré, des choses comme ça qui ont mis l'accent sur certaines choses, mais ils n'ont pas. Maintenant, dans l'Antiquité, les médecins avaient quand même une grande connaissance anatomique. Assez peu, en fait. Assez peu. Alors après, vous savez, on n'a que des textes qui ont survécu à des siècles. Qu'on traduit, comme on peut. Mais bien sûr, tous les médecins et après, la chirurgie se faisait par les praticiens, des médecins, des sorciers, tout ce qu'on veut. Mais en fait, la dissection, oui, sans doute, mais elle n'était pas très autorisée. Et puis, on a beaucoup disséqué l'animal, en fait. Oui. Et en fait, celui qui a eu une empreinte énorme en anatomie, c'est Galien, 2 siècles après Jésus-Christ, qui a décrit l'anatomie chez l'animal. Et on s'est accaparé cette anatomie pour la transposer à l'homme. Donc, l'anatomie telle qu'on la connaît aujourd'hui, la dissection, etc., ça a commencé au XIIIe, XIVe siècle. Hein, voilà. Il y a juste un petit passage, 3 siècles avant Jésus-Christ, à Alexandrie, où là, on a 2 médecins qui ont fait la dissection. Mais l'anatomie, elle est née vraiment au XIVe et surtout à la Renaissance. Et effectivement, et là, c'est là qu'arrive Léonard de Vinci. Et c'est là qu'arrive Léonard de Vinci. C'est là-dessus qu'on va conclure. Très bien. Merci. Je vous remercie beaucoup.